Et la France qui lève maintenant la tête et veut attaquer la Libye. Est-ce que tu veux attaquer la Libye, espèce d'idiot? C'est nous qui allons t'attaquer. Viens et essaye de nous attaquer. Si c'est une conspiration interne ou extérieure, nous allons l'éliminer. Si c'est une conspiration militaire, nous allons l'éliminer. Nous allons l'éliminer avec le peuple libyen et les tribus libyennes qui forment une armée pour libérer des ennemis chaque pouce de la Libye. Je suis accusé par des proches d'un dictateur dont nous avons, avec la coalition internationale, sous mandat de l'ONU, détruit le régime de terreur. Pour qu'il y ait des preuves, des indices concordants, faudrait-il qu'ils disent tous la même chose? Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Où sont les photos? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire la plus honteuse de la géopolitique africaine. Une histoire faite de mensonges et de conspirations, mais surtout une histoire qui remet en cause les vraies valeurs de l'humanité. Une histoire qui pousse à poser la question aux Africains, est-ce que vraiment l'Afrique avancera un jour? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'histoire de Kadhafi, le plus grand leader africain. Issu de l'union de Mohamed Abdou Minyar et de Aïcha Ben Niran, Muammar Kadhafi voit le jour le 7 juin 1942 dans la région de Kash Abdou Hadi, une région désertique de la Libye. Issu d'une famille très pauvre et illettrée, il est le quatrième enfant et le seul garçon de sa famille. Muammar Kadhafi a débuté l'école très tardivement à l'âge de 9 ans. Il est d'ailleurs à l'époque le premier de sa famille, père, mère, tante, tout confondu, à mettre pied à l'école. Et il faut croire que le destin l'a bien choisi, car Kadhafi s'est avéré être un élève très intelligent, très brillant, doté d'une capacité intellectuelle hors du commun et surtout ayant soif de culture. Et en grandissant, sa soif de culture le fait plonger dans les livres. Que ce soit les livres d'histoire ou d'économie, la lecture était devenue sa première passion. Et c'est notamment à travers la lecture qu'il finit par découvrir que son pays, la Libye, était pillé par les Américains, les Italiens et les Anglais, et surtout qu'ils avaient la même mise sur le pétrole libyen. Il faut savoir que pour nous les Africains, les livres seront le meilleur moyen de découvrir la vérité et de réellement ouvrir les yeux sur les réelles opportunités que cache le continent africain. Et ce fut le cas pour Kadhafi. Sa soif de lecture lui a permis de découvrir la vérité sur les réelles opportunités que cachait son pays, la Libye. Et aussitôt la vérité découverte, Kadhafi décide de laisser tomber ses études de droit et en 1963, il décide de s'enrôler dans l'armée libyenne pour pouvoir contribuer à libérer son pays. En premier lieu, il intègre l'académie militaire de Benghazi où il crée clandestinement un mouvement révolutionnaire appelé le mouvement des officiers unionistes libres qui ambitionne de renverser la monarchie libyenne qui ne fait que servir les intérêts occidentaux et qui laisse les occidentaux venir se servir gratuitement du pétrole de la Libye. L'intégration de Kadhafi dans l'armée était claire. Il s'est enrôlé dans l'armée pour empêcher les occidentaux de venir se servir dans les réserves de la Libye et surtout empêcher que ces derniers continuent à voir la Libye comme une vache à lait. Il a même affirmé par la suite, je cite, « Quand nous avons décidé d'entrer dans l'académie militaire, ce n'était pas pour devenir des soldats de métier, mais pour infiltrer cette institution et préparer la révolution. Notre pays est occupé par des forces étrangères et notre devoir est de libérer notre terre de cette occupation. » En 1965, il est envoyé au Royaume-Uni pour suivre un entraînement supplémentaire d'1 an, puis il revient en Libye en tant qu'officier dans le corps des transmissions. Durant tout son cursus militaire, Kadhafi a toujours eu un âme de révolutionnaire et d'ailleurs il a maintes fois été rétrogradé pour des raisons disciplinaires. Le 10 février 1947, la Libye accède à l'indépendance, mais compte tenu de la précarité de la population et de la fragilité des caisses de l'État, avec un PIB par habitant d'environ 35 $ par an, le roi Idriss Ier signe des ententes à long terme avec les Américains et les Britanniques, leur permettant de maintenir leur base militaire dans le pays, contre de l'argent que ces derniers devront verser à l'État libyen chaque année. Et très rapidement, la Libye devient dépendante de l'argent que lui donnent les Américains et les Britanniques. Mais en 1956, la découverte d'immenses réserves de pétrole sur le territoire libyen change radicalement la destinée de la Libye. En seulement quelques années, la Libye passe de la région la plus pauvre à la région la plus prospère de tout le nord de l'Afrique. Mais le roi Idriss Ier n'avait nullement envie de faire avancer les choses. Il préfère garder son royaume et servir les intérêts occidentaux pour que les occidentaux en retour puissent lui permettre de faire grandir sa richesse personnelle. Mais en 1967, après la guerre entre Israël et la coalition de pays arabes composée de l'Égypte, de l'Irak et de la Syrie, guerre pendant laquelle le roi Idriss Ier n'a montré aucun intérêt pour les pays arabes, mais où il a laissé les Américains utiliser leur base militaire en Libye pour bombarder la coalition de pays arabes, la popularité du roi Idriss Ier a drastiquement chuté. Partout dans les rues se forment les manifestations de citoyens libyens appelant au départ du roi Idriss Ier car ce dernier n'a pas soutenu les pays arabes dans leurs difficultés, ce qui a couvert de honte le peuple libyen. Pour Kadhafi,
Ayant gravi les échelons de l'armée et avec ses envies de révolution, ceci c'est le signal. Il faut agir maintenant, sans quoi quelqu'un d'autre le fera à sa place. Kadhafi prépare en cachette son coup d'état avec quelques compagnons du mouvement des officiers libres et le soir du 1er septembre 1969, c'est fait. Kadhafi procède au renversement du roi Idriss Ier, un coup d'état effectué avec succès sans aucune goutte de sang versée à terre. Et le soir même, Kadhafi annonce la fin de la monarchie et la naissance d'une nouvelle république. Et à seulement 27 ans, Mouammar Kadhafi s'établit comme le chef de la révolution libyenne et leader de l'État libyen. Dès lors, une nouvelle page vient de tourner pour la Libye. Dès son arrivée au pouvoir, Kadhafi s'en prend directement à ses premiers ennemis, ceux pour qui il a intégré l'armée libyenne, ceux-là même à cause de qui il ne dort plus depuis des années. Entendez par là les Britanniques et les Italiens, mais aussi et surtout ses pires ennemis les Américains. Il décrète aussitôt la fermeture des bases militaires qui font la honte de la Libye. C'est bien sûr les bases militaires britanniques et américaines. Toutes les banques étrangères sont sommées de quitter le pays et aussitôt, Kadhafi commence à entreprendre des actions concrètes pour laver l'image de la Libye déjà souillée. Mouammar Kadhafi installe une démocratie qui passe par le peuple et où le peuple a son mot à dire dans les décisions prises par l'État. Il entame directement la réalisation de son plus grand rêve, qui est l'unification des peuples arabes, car Kadhafi connaissait le potentiel des régions arabes et il savait que s'il voulait être plus fort ou même surpasser les États-Unis, les peuples arabes devaient s'unir et se mettre ensemble. Il lance des négociations avec l'Égypte et la Syrie afin de créer un État commun qui sera appelé l'Union des républiques arabes. Et dans cet État, il veut prôner le nationalisme, le socialisme et surtout l'islam. Dès 1970, Kadhafi annonce la nationalisation de l'industrie pétrolière. Il exige la renégociation de tous les contrats avec les entreprises pétrolières sous menace d'expulsion du territoire. Et c'est là qu'il déclare, je cite, « Les peuples qui ont vécu sans pétrole pendant 5000 ans peuvent s'en passer pendant quelques années. » La renégociation de tous les contrats fait que la Libye obtient une part très importante dans l'exploitation du pétrole libyen. C'est le début de l'âge d'or de la Libye. La Libye devient l'un des pays les plus riches du monde. En moins d'un an, le prix du pétrole libyen fait du x3 et dès lors, Kadhafi commence à financer des groupes rebelles révolutionnaires ayant pour but de mettre fin à l'impérialisme dans leur pays, chose qui est très mal vue par les Américains et les Britanniques. Le choc pétrolier de 1973 plonge l'économie mondiale dans l'incertitude. Le prix du baril de pétrole triple, voire même quadruple. Et pendant que le monde est plongé dans l'incertitude, la Libye de Kadhafi, grâce à la nationalisation des entreprises pétrolières, voit son économie s'envoler au point de toucher le ciel. La Libye touche des revenus faramineux pour une population peu nombreuse, ce qui fait que la Libye devient en ce temps l'un des États les plus prospères au monde, avec un PIB par habitant plus élevé que celui du Royaume-Uni ou de la France. À la suite de cette prouesse, Kadhafi entame une nouvelle révolution en Libye. C'est le début de la révolution culturelle. Mouammar Kadhafi rend gratuit presque tout dans le pays. L'éducation publique devient gratuite pour tous les Libyens, car pour Kadhafi, l'éducation n'est pas une affaire de classe sociale. Tous les Libyens doivent avoir accès à l'éducation et devenir des intellectuels. Les soins de santé deviennent gratuits pour toutes les personnes résidant sur le territoire libyen, peu importe la classe sociale. La nourriture est subventionnée et aucun Libyen ne meurt de faim. Kadhafi entreprend la construction de milliers de logements et aucun Libyen ne souffre du manque de logements. Des orphelinats sont construits pour les enfants et les personnes âgées sont traitées à leur juste valeur. Et même jusqu'au fin fond du désert, absolument personne n'est laissé pour compte. En ce temps, la Libye devient le paradis sur terre pour tous les Libyens. Kadhafi publie son fameux livre vert dans lequel il expose sa vision pour une forme de démocratie directe dans laquelle le pouvoir revient à des comités populaires formés par des citoyens. C'est la naissance du kadhafisme. Et pour compléter la révolution, Kadhafi décrète la transition vers une nouvelle forme de gouvernement où il rend totalement le pouvoir au peuple. Il annonce que la Libye est désormais un état des masses ou l'état des peuples ou encore un Jamahiriya selon les termes de Kadhafi. Kadhafi, après avoir amené la Libye à son summum, veut forcément réaliser son rêve d'unification de la Libye avec les pays arabes de l'Afrique du Nord. Mais il voit peu à peu son projet tomber à l'eau car les pays arabes, redoutant les répressions occidentales, refusent de s'unir avec la Libye, d'autant plus qu'à ce moment, Kadhafi avait des sérieux problèmes avec les États-Unis. Il tente de s'unir avec le Maroc, la Tunisie, 2 fois avec l'Égypte, 2 fois avec le Soudan. Et absolument toutes ces tentatives sont tombées à l'eau. Mais Kadhafi était toujours convaincu que l'union ferait la force des Africains et qu'ils seront encore plus riches ou pourquoi pas les maîtres du monde s'ils mettaient leurs richesses ensemble au profit des Africains et non au profit de l'Occident. Sa tentative d'unification avec les pays arabes ayant échoué, Kadhafi se tourne vers les pays africains, ou plutôt vers les pays d'Afrique noire. Déjà, il avait une admiration et il était très proche des révolutionnaires africains et au fur et à mesure qu'il s'éloigne du monde arabe, il s'identifie plus à la cause africaine. En 1999, il invite les grands leaders africains à un grand sommet dans sa ville natale. Il leur propose de se mettre ensemble et créer une nouvelle organisation afin de promouvoir l'unité des peuples africains. C'est la naissance de l'Union africaine. Kadhafi dit vouloir fonder les États-Unis d'Afrique, un projet très ambitieux qui impressionne tout le monde sur
sur le continent. Au début des années 2000, Kadhafi fait venir à Benghazi 200 chefs traditionnels africains où il reçoit une surprise inattendue. À la fin de cette conférence, tout le monde s'incline. Kadhafi est couronné le roi des rois de l'Afrique. Au sommet de l'Union africaine de 2009, Kadhafi propose aux pays africains de s'unir dans un seul État avec une seule armée, un seul passeport et surtout une seule monnaie. Il promet financer la construction d'une banque centrale africaine de sa poche. Et la majorité des leaders africains sont favorables à cette proposition. Et donc tous ensemble, ils se donnent pour mission d'atteindre cet objectif d'Afrique unie en 2025. Il promet aussi de sortir tous les pays francophones de leur misère et surtout de les libérer du franc CFA. Et là, ce fut la goutte d'eau qui a débordé le vase. Kadhafi ne le sait pas encore, mais ses jours sont comptés. Pour les Américains, les actions de Kadhafi depuis sa prise de pouvoir sont un affront et une insulte à l'hégémonie américaine. Les États-Unis ont maintes fois essayé d'atteindre Kadhafi à travers des bombardements, mais il s'est fait que ce dernier s'en est toujours sorti indemne. En 1981, Ronald Reagan ordonne à la CIA de lancer une campagne secrète pour renverser Kadhafi. À cet instant, la CIA devait créer une campagne de désinformation qui devait salir l'image de Kadhafi. Leur objectif dans un premier temps était de provoquer Kadhafi pour que ce dernier réagisse, et dès que ce dernier réagit, c'est une opportunité pour l'attaquer. Les Américains vont jusqu'à inventer un odieux mensonge en disant que Kadhafi planifiait la mort du président américain. Il faut savoir que quand les Américains ont en tête de vous détruire, soyez certains qu'ils vont vous détruire. Les Américains sont même la cause pour laquelle les pays arabes ont refusé de s'unir avec la Libye par peur de répression. Le début du printemps arabe, marqué par des manifestations, a débuté à cause de la mort du jeune Mohamed Bouazi en décembre 2010. Parce que partout, les pays arabes sont frappés par des manifestations, y compris en Libye. Dans les autres pays arabes, les manifestations sont faites de manière pacifique. Mais pour le cas de la Libye, c'est une autre histoire. Les manifestations sont plus violentes que jamais. Ces manifestations sont financées par les États-Unis à travers des organisations disant soutenir les mouvements populaires. Pourquoi? Parce qu'à travers les manifestations, les Occidentaux ont trouvé la faille idéale pour atteindre Kadhafi. Dès février 2011, le gouvernement français entre en contact avec les rebelles libyens pour leur remettre de l'argent afin de se débarrasser de Kadhafi et pour que ce dernier forme un nouveau gouvernement qui permettra aux Français de jouir des avantages du pétrole libyen. Et le 27 février 2011, les rebelles annoncent la création du CNT, le nouveau gouvernement libyen financé par la France et la Grande-Bretagne. Les forces rebelles prévoient même attaquer la capitale. Mais à leur grande surprise, Kadhafi est soutenu par un grand nombre de la population. Alors Kadhafi promet de se battre et de se débarrasser de tous ces rebelles. Il attaque les rebelles et ces derniers sont dos contre mur. C'est à ce moment que les rebelles demandent l'aide de la France pour que cette dernière bombarde l'armée de Kadhafi. Sarkozy consulte les USA et le Royaume-Uni et ensemble ils conviennent que l'heure de Kadhafi a enfin sonné. De ce fait, les agents français et les agents de la CIA s'infiltrent en Libye pour venir appuyer les rebelles. En mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU instaure une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, car l'objectif était de clouer tous les avions libyens au sol. L'OTAN effectue des patrouilles aériennes, mais aussi des bombardements sur la Libye. Les taux se resserrent sur Kadhafi. Les bombardements s'enchaînent. La victoire est si proche que les Occidentaux peuvent déjà s'en réjouir. En octobre 2011, Hillary Clinton effectue un voyage en Libye pour rencontrer et apporter son soutien aux rebelles. Et durant sa visite, un assaut majeur est lancé contre Kadhafi, qui était replié dans sa ville natale, dans le fief de son quartier général. Le 20 octobre 2011, un énorme convoi est localisé et bombardé par un drone américain. C'est le début de la fin. Ce qui s'ensuit, nous la connaissons tous. Kadhafi est capturé et assassiné tel un vulgaire animal. Sa mort entraîne une guerre civile en Libye qui peine même aujourd'hui à finir. Les Occidentaux se débarrassent de Kadhafi, laissant la Libye dans un chaos total. On a beau dire du mal de lui, mais Kadhafi est le seul président que l'Afrique et les Africains pleureront durant des siècles et des siècles. Ils ont tué l'Afrique, mais ils ne tueront pas nos mentalités. Et grâce à nos mentalités, nous nous réveillerons. Les amis, je viens de partager avec vous l'histoire de Kadhafi. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all